l'espace. Il devient image spatiale construite au niveau d'une perception singulière. Ces images du parcours ressurgissent et s'offrent au regard. Les scènes défilent et les séquences se succèdent en instaurant une synergie de l'espace, du corps, du regard et du temps. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il a à nous quelle beauté ces termes-là, temps, espace, corps. L'espace intérieur ou l'espace en architecture d'intérieur devient ainsi un spectacle qui se consomme par le corps devenu regard. Comment un corps peut-il devenir regard? C'est parce que je fais toujours, quand je fais des cours, j'ouvre des parenthèses. Le philosophe Alain estime que le réel n'existe pas. On ne peut pas. Comment se dit que le réel n'existe pas, monsieur Alain, monsieur le philosophe? Il dit que le réel n'existe pas, on le pose comme existant. Et qui pose le réel comme existant, si ce n'est le corps et le regard? Je me réconforte à l'idée que j'existe, donc que je suis dans le réel, dans la mesure où je vous perçois comme existant, je vous pose comme existant, et vous vous renvoyez ma propre existence. L'espace intérieur devient ainsi, j'ai dit, un spectacle qui se consomme par le corps devenu regard. La dimension du regard rapproche le cinéma de l'architecture d'intérieur. En ce sens que le travail sur le décor, par exemple, dans la mesure où ce travail sur le décor allait devenir le moyen privilégié pour échapper au cadre étroit de la scène, devant laquelle, par exemple au cinéma, la caméra est immuablement plantée. Le champ est investi du premier au dernier plan, en objectivant le merveilleux, en lui donnant une apparence réaliste. Le cinéma met l'accent sur l'espace où les personnages prennent place, plutôt que sur les personnages eux-mêmes. Une fois acquis, le regard centralisateur de la perspective et la transformation de l'espace en un contenant, c'est en définitive par les êtres et les objets qui s'émeuvent que l'espace reçoit tout son sens, toutes ses déterminations. Le positionnement des personnages, leur posture, leur regard modifie considérablement la valeur expressive de l'espace. Au milieu de ce foisonnement, je dirais de ce bavardage, que j'espère compréhensible par tous, au milieu de ce foisonnement, la sensation aussi entre le corps et l'espace d'une part, entre l'espace et le regard d'autre part. L'instauration de cette communication chez l'observateur usagé, l'observateur ou le spectateur usagé, j'entends spectateur cinéma usagé comme me comprennent les architectes d'intérieur dans la salle, c'est les usagers, c'est ceux qui vont utiliser cet espace. Donc, l'instauration, j'ai dit, de cette communication chez l'observateur usager de l'espace
fait valoir une série de réactions dont les répercussions agissent pour fonder ainsi la qualité perçue et vécue de l'espace intérieur, en admisant par conséquent son apparition ou son appréciation plutôt esthétique. Faut-il ajouter aussi que cet espace dans lequel l'homme aime être est un complexe perceptif, un complexe de dimension, de composition, de parcours, d'impression et de couleurs qui s'inscrivent dans une harmonieuse alliance. La qualité principale de cet espace est due essentiellement, vous avez bien compris, à sa parfaite échelle humaine, à un souci porté au bien-être de son usager, en exaltant évidemment ses émotions, à son mode de vie, à sa volonté de changement, d'où la délicate mission de l'architecte intérieur. La recherche de cette qualité se trouve être du ressort de l'architecte intérieur, artiste-concepteur, qui pense raisonnablement et rationnellement l'espace en mettant en corrélation trois facteurs de l'expérience spatiale, à savoir l'espace, le corps et le regard. Oui, donc je me répète pour faire passer mon idée. Donc, finalement, j'ai dit l'espace, le corps et le regard. À travers quoi? À travers une temporalité définie par la perception. L'architecte intérieur fonde ainsi l'échange psychologique, intellectuel et sensoriel entre l'usager et l'espace qui lui est destiné, un échange conditionné par l'appartenance et la morphologie de cet espace. En considérant l'homme en tant que double présence corporelle et perceptive, après avoir créé des événements puis des sensations, l'architecte intérieur fonde le langage de l'espace et véhicule la perception dans le sens d'une appréciation esthétique. Cette conception suppose alors la prise de conscience de la valeur de cette perception. Elle conduit à reconnaître l'importance d'une morphologie spatiale qui fait intervenir l'importance, n'est-ce pas, comme je viens de le dire, qui fait intervenir l'usager, les notions de regard, de parcours, de repère et de séquence. Ce sont bien, à mon sens, ces notions qui contribuent à définir l'esthétique du lieu. Mais ce regard, dont je parle, en long et en large, ce regard porté sur l'espace est pas unique, il est multiple. L'espace intérieur se construit ainsi dans le croisement des regards. Un premier qui induit une vision objective et rationnelle de cet espace, et un deuxième qui ajoute une note personnelle et subjective, fondée à partir d'une expérience corporelle et perceptive. L'espace intérieur devient alors un amalgame de rationalité et de sensibilité personnelle, une fusion d'objectivité et de subjectivité qui se manifeste dans le croisement des regards. Voilà. Regard au pluriel, celui du concepteur et celui du percepteur, ou du usager, comme vous voulez. Au cinéma, l'objectif de la caméra délimite l'espace aussi, où se déroule l'action, par sa machine, la lumière
lumière structure l'espace de l'action, la direction des éclairages, ainsi que leur intensité modèle l'espace, creusent ou aplatissent la profondeur. Les masses uniques, dont la lumière constitue le monde d'apparition et d'existence, bénéficient d'un supplément d'espace. La lumière qui par le réfléchissement de l'écran semble jaillir de l'espace même de la représentation, contribue à nier le plan cinématographique, à transcender les artifices de l'illusionnisme. Le cadre donne, de par sa forme, ses dimensions et sa position, une forme d'espace. Ainsi donc, le regard du spectateur, comme point de vue privilégié, censé traverser le plan de la représentation pour investir fictivement l'espace représenté, s'efface. Au profit de quoi? Au profit d'un dispositif formel qui met en jeu d'autres valeurs spatiales. L'univers filmique élabore une organisation de l'espace qui joue également de la contradiction ou de la convergence. Entre quoi et quoi? Entre le cadre et l'espace représenté. Les mouvements de caméra et le montage mettent esthétiquement, n'est-ce pas, l'espace en mouvement. Dans le même sens, l'architecte ou l'architecture d'intérieur peut, en organisant plastiquement sa composition, tenter de faire ressortir des espaces courbes, plats, profonds, et donner la sensation soit de l'enfermement, soit de la dilatation. L'écran est un cache, vous le savez très bien, qui ne peut que démasquer une portion du réel. Cette limite artificielle participe à renforcer l'illusion d'un monde à construire. Poser l'écran comme un cache qui démasque cette portion d'un espace supposé se prolonger indéfiniment dans l'univers trahit une confusion entre la nature et le fonctionnement de l'espace de représentation. La nature de l'écran de cinéma n'est pas radicalement différente de celle d'une perspective architecturale, frontale ou oblique. Par contre, son fonctionnement l'est d'une certaine manière. Contrairement à l'espace architectural d'intérieur, l'espace public génère trois catégories d'opérateurs pouvant enclencher l'irruption d'un deuxième espace, qu'il soit visuel, sonore ou narratif, combiné ou isolé. Leur utilisation définit une extériorité virtuelle, sans doute étrangère à l'architecture d'intérieur. C'est là où le cinéma se détache de l'architecture d'intérieur. Dans certains films, l'espace visuel et l'espace sonore se répondent, se renvoient par moments l'un à l'autre. L'espace mis en image sur l'écran actualise la fiction, qui s'élabore dans l'espace sonore. Les voix se structurent dans leur espace propre et par là même définissent un son imaginaire. Le hors-champ au cinéma virtuel, s'il est visuellement homogène, n'est pas narrativement unifié. La fiction impose ses lois, son organisation à l'espace où elle se déroule. Donc, quelque façon à suggérer l'espace hors-champ se distingue ontologiquement de l'espace compris dans le cadre de la représentation. Dans presque tous les films, d'une manière générale, la fonction du hors-champ est limitée
c'est un lieu de transit que les personnages traversent rapidement avant de réintégrer le cadre de la représentation sans que rien ne soit perdu, créé ou transformé. Cependant, en architecture d'intérieur, le plan perceptif fait office de point privilégié sur l'espace. Il s'identifie au regard de l'architecte et à travers celui-ci au regard de l'usager. Je vais essayer d'écouter ce long bavardage pour arriver à la partie, je dirais, empirique, à ce vœu de partir d'une réflexion théorique pour atterrir sur une proposition empirique, si je puis dire, sur cette cité-musée. Écrit littéraire, écrit filmique, les activités de recherche dans le domaine de l'audiovisuel ont toujours oscillé entre un dialogue permanent avec le ou les dispositifs et des écrits destinés souvent à prendre la forme de documents filmiques ou télévisuels.